C'est l'histoire d'une renaissance. Depuis 10 ans, la Colombie se relève du chaos et reprend son souffle. Grâce au processus de paix, engagé avec les FARC, l'armée révolutionnaire, le pays n'a jamais été aussi sûr depuis 50 ans. La criminalité recule. Les narcotrafiquants qui ont fait fortune grâce à la feuille de coca sont moins influents. Une tranquillité relative s'installe dans le pays. Un pays grand comme 2 fois la France, bordé par la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique. Grâce à ces paysages de cartes postales, la Colombie est devenue une destination à la mode. Seulement cette prospérité agit en trompe-l'œil. Les dollars qui affluent à nouveau dans le pays ne profitent pas à tous les Colombiens. Au détour des rues, la misère saute aux yeux. Dans ces zones oubliées s'entasse une population en très grande majorité afro-colombienne. Ce sont les descendants des esclaves, conduits ici par les conquistadors espagnols. Combien sont-ils ? Certains avancent le chiffre de 5 millions. Dans le pays le plus métissé d'Amérique latine, le sort de ces Afro-Colombiens n'est pas une priorité du gouvernement. Pendant des semaines, nous avons parcouru la Colombie à la rencontre de cette population déshéritée et méconnue. Notre périple commence à Carthagène, la ville la plus touristique de la côte Caraïbe et aussi la plus africaine des villes colombiennes. Ses petites ruelles, son charme désuet et ses grandes bâtisses coloniales lui ont valu le titre de perle des Caraïbes. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le centre historique attire chaque année plus de 2 millions de touristes. Ici, beaucoup d'Afro-Colombiens abordent les voyageurs en arborant tantôt des costumes traditionnels, tantôt des souvenirs bon marché. Le soir, la ville change de visage, les rues s'animent. Vers 22h, les touristes sortent des restaurants pour boire un verre et danser. C'est l'heure où Juliana entre en scène. Elle a 19 ans. Juliana s'est trouvée un petit job, danseuse de rue. Avec sa sœur, Estegani, elles ont monté un numéro de danse pour divertir les touristes. J'ai vraiment cru que tu ne viendrais pas. Tu as vu l'heure ? Non, non, non. Ici, la question de l'art est sensible. On est supposé être un quartier culturel et touristique. Mais en réalité, tout est touristique. Parce que tout l'argent, tous les investissements ne vont que dans le centre-ville, alors que chaque jour, des milliers de personnes meurent de faim. Ils n'ont même pas de quoi s'acheter un café, à peine de quoi boire un verre d'eau. Ah mince, il y a déjà un danseur. Un danseur là-bas. Demande-lui pour combien de temps il en a. La quête ce soir-là lui rapportera une vingtaine d'euros. Comme elle, beaucoup d'Afro-Colombiens de Carthagène font vivre une culture africaine, toujours dans les mémoires. Au départ, je dansais la champeta africaine. On l'a dansée au Nigeria, au Kenya et en Guinée.
Les gens n'ont aucune connaissance de cela ici. Ils s'imaginent uniquement qu'ici, il n'y a que des voleurs et des mauvaises filles. En fait, ils ont de nous une image dégradée, comme le veut le gouvernement, celle de personnes sans importance. Je veux montrer qu'ici, il y a du talent et que nous pouvons nous améliorer. Leur démontrer que tout ce qu'ils voient ici, dans le centre-ville, est un peu artificiel. Je suis fière d'être afrodescendante et j'aime ce que je fais. Nous la retrouvons chez elle dans les quartiers pauvres de Carthagène. Depuis la mort de son père, Juliana vit dans une petite maison en bois avec sa grand-mère et son petit frère. Grâce à la danse, elle paye elle-même une partie du loyer. Je vais faire mon sac et me changer. Il y a des gens qui se font des tresses et ne savent pas ce que cela signifie. Et ne connaissent pas l'histoire de leur ville. Mais pour moi, c'est important. J'aime ça. Ça m'est déjà arrivé d'entendre des gens me dire « Elle danse, mais elle ne connaît rien de son histoire ». Oui, c'est vrai, il y en a qui ne savent pas, mais moi je sais. Et je l'ai étudié et c'est pour cela que je veux étudier dans le secteur du tourisme. Je suis de celles qui se disent « Je ne ferai pas ma vie en dansant dans les rues du centre-ville. Je veux m'en sortir et aider les personnes qui n'ont pas ma force. » Ici, les deux femmes survivent comme beaucoup d'Afro-Colombiens avec des jobs d'appoint. La grand-mère vend des friandises aux touristes. Mais Juliana mise sur ses études pour sortir de sa condition. Et la route est encore longue. Les Afro-Colombiens représentent aujourd'hui 10% de la population. Pourtant, il reste peu de traces de leurs ancêtres réduits en esclavage par les conquistadors. À Carthagène, Kevin Otero Gomez est historien à l'université. La Colombie s'est construite comme un pays multiethnique et pluriculturel. C'est pourquoi on trouve des métis, les mulattos comme on les appelle. Puis, les mélanges entre les indigènes et les esclaves noirs. Cette division sociale persiste encore aujourd'hui. Ses recherches lui prennent beaucoup de temps. Aujourd'hui, il a pris rendez-vous au centre des archives pour étudier un document rare. Un acte d'achat d'esclaves datant du 19e siècle. La plupart des documents sur l'histoire de Carthagène se trouvent en Espagne, dans les archives nationales des Indes d'Espagne et de Séville. La majorité de notre histoire coloniale est là-bas. L'introduction des esclaves sur notre territoire, disons plutôt ce qu'on appelait le règne de Granada, s'est faite à partir de Carthagène des Indes. C'était le port d'entrée principal des Noirs sur cette partie du continent. Comme partout, l'histoire de l'esclavage en Colombie est marquée par la violence. Déracinés, vendus de force pour travailler dans les mines et les propriétés agricoles des nouveaux colons, ces hommes ont d'abord subi leur sort avant de résister. De nombreuses révoltes contre la couronne espagnole témoignent de leur insoumission. Combien étaient-ils ? On parle de 200 000 esclaves. Pour chaque esclave qui rentrait légalement, 3 autres entraient en contrebande. Donc c'est impossible de déterminer le nombre exact d'esclaves qui sont arrivés à Carthagène. Après l'abolition de l'esclavage en 1851, les populations afro se sont durablement implantées dans les zones où les conquistadors les avaient envoyées, principalement sur les côtes du pays.
Nous poursuivons notre voyage. Direction Buenaventura, une ville de 400 000 habitants, au bord de l'océan Pacifique. Ici, 9 habitants sur 10 est d'origine afro-colombienne. C'est aussi une des villes les plus dangereuses du pays. Buenaventura est un des poumons économiques de la Colombie. Son port en eau profonde accueille chaque jour des dizaines de cargos du monde entier. 60% de toutes les exportations de la Colombie partent de l'un de ces 5 terminaux. Mais paradoxalement, le port n'offre aucune opportunité pour la très grande majorité des Afro-Colombiens qui habitent la ville. La main-d'œuvre est recrutée à l'extérieur de Buenaventura, dans les autres grandes villes du pays. La population s'entasse dans des bidonvilles sur pilotis et le chômage bat son plein. La pêche est un des seuls moyens de subsistance pour beaucoup, comme pour José, qui peine à nourrir sa famille. En rentrant, il va falloir que je paye les factures. Envoyer ma femme au collège récupérer les enfants. Et comme vous le voyez, je n'ai rien à leur donner à manger. En mai 2017, une grève générale a éclaté. Se sentant abandonnés par les autorités, les manifestants ont dressé des barrages routiers pour bloquer les voies d'accès au port et paralyser la ville. Ils réclamaient de meilleures conditions de vie, une meilleure répartition des richesses. La ville ne possède même pas d'hôpital public. Et pour la majorité de la population, les soins dans les cliniques privées sont inaccessibles. Les affrontements entre policiers et protestataires ont fait 1 mort et plusieurs blessés. Leonard Retevia Valencia était un des leaders de cette manifestation. Comme il s'en est pris aux intérêts économiques de la ville, il a reçu des menaces. Il est dorénavant protégé par des gardes du corps. Selon lui, cette explosion de violence est liée au chômage des jeunes. Si les jeunes avaient de réelles opportunités d'emploi, tout serait différent. Car ce sont vraiment des gens bourrés de talent. Du talent pour tout, absolument tout. Léonard en est convaincu. Il y a toujours une discrimination raciale très forte en Colombie. Cette discrimination est une discrimination inconsciente. À force de parler d'esclavage, les gens sont conditionnés. Inconsciemment, ils sont racistes. Par exemple, ma sœur était sur le point de signer un contrat pour être chauffeur. Et ma sœur a des tresses. La première chose qu'on lui a dite est qu'elle ne pouvait pas travailler avec ses tresses et qu'elle devait se faire lisser les cheveux. Vous imaginez ce que cela représente? Vous devez supprimer ce qui fait partie de votre identité culturelle pour pouvoir travailler. Ça, c'est du racisme. Les gens ne comprennent pas ce que signifie la culture des afrodescendants. La misère et le chômage ont fini par constituer de véritables ghettos, des zones 100% afro-colombiennes, où les gangs liés au trafic de cocaïne ont pris leur quartier. Elles sont régulièrement le théâtre d'exécutions sommaires. Comme ici, où un narcotrafiquant a été abattu en plein jour lors de notre tournage. Un des rares témoins qui accepte de parler de cette violence s'appelle Henri Ramirez. Il est journaliste indépendant. Il s'occupe de la rubrique Faits divers dans un magazine local. Ce sont les célèbres maisons de mise à mort par démembrement. Il y a un frigo où l'on suppose qu'ils conservaient les restes de leurs victimes. Ces criminels démembraient les personnes soupçonnées de faire partie d'une bande rivale ou qui avaient trop de dettes. C'est une maison très banale ici à première vue. Ces maisons sont encore visibles. Même si la violence depuis quelques années se fait moins intense, les rues des bidonvilles sont toujours aussi dangereuses pour les étrangers. Henri Ramirez a accepté de nous servir de guide. Ici, quand les gens voient la caméra,
Ils deviennent, comme on dit, antipathiques. Ça ne leur plaît pas car ils pensent que nous sommes de la police. Dans ce quartier, on vend du LSD, de la marijuana, des armes. C'est une zone de deal. Les dealers ne veulent pas de témoins et que ce soit vu à la télévision. Nous arrivons sur une zone où avant il était interdit de traverser. Ici, c'était une sorte de frontière invisible. Les personnes, comme vous et moi, doivent s'arrêter ici. Pareil pour les bandes rivales. Impossible de passer. Vous voyez, c'est une ligne imaginaire. Mais pour eux, c'est une vraie limite. Pourtant, on est très proche d'un poste de commandement militaire. Mais c'est comme s'il n'existait pas. On est ici à nos risques et périls. C'est complètement dingue de ne pas pouvoir passer d'un endroit à un autre. Voilà comment vit notre communauté afro de Buenaventura, avec des toits vétustes. Et regardez là-haut, c'est tout le contraire. Au bout de la jetée, les gangs avaient l'habitude d'organiser leur trafic. Là, c'est un terrain de jeu. Là où les enfants jouent, c'était un des lieux où l'on démembrait les gens durant la nuit. On entendait les cris, les bruits des démembrements. Mais il n'y avait rien à faire, rien. Qui oserait s'interposer? Personne. Et puis ils laissaient les corps là-bas. Beaucoup ont été enterrés là-bas. Les bandes criminelles adorent ce chemin. Pourquoi ce chemin? Parce qu'il mène à la mer. De nuit, on peut entrer et sortir sans être vu. Il n'y a pas de policiers, ils viennent très rarement ici. Juste pour faire des constatations. En général, quelqu'un les a prévenus d'une livraison de cocaïne ou de marijuana. C'est leur unique raison d'entrer. Au plus fort de ces violences, on comptait près de 300 morts par an dans la ville. Excédée, la population de Buenaventura est alors descendue dans la rue pour forcer le gouvernement à intervenir. Très fiers de nous montrer leur nouveau système de contrôle de caméras de surveillance, les autorités assurent que la violence à Buenaventura a depuis régressé. Ce système que vous voyez nous permet de superviser en permanence les actes de délinquance et les mouvements sociaux à Buenaventura. Por el interno, por favor, confírmeles por el interno, ya estoy saliendo aquí del 520. Comme vous le voyez, il y a encore beaucoup de personnes dans les bars et les discothèques. Nous sommes dans le quartier ouvrier. Ce que font les policiers, c'est contrôler l'identité des personnes. Là, on fait un contrôle d'identité. Les quartiers du bord de mer font l'objet d'une surveillance toute particulière. Mais les règlements de compte et les exécutions sommaires n'ont toujours pas totalement disparu. Ce que l'on veut faire avec ces contrôles, c'est de la prévention. On demande les antécédents, puis on vérifie les documents de circulation des motos. Et si besoin, eh bien nous réquisitionnons des armes blanches et armes à feu. Ici, les militaires viennent prêter main forte aux forces de l'ordre.
Pour contrer cette violence, un collectif de quartier a pris les choses en main. Les habitants ont proclamé leur barrio zone humanitaire. Ils se sont barricadés et ont interdit les armes. Aujourd'hui, l'armée et la police y ont installé des postes de contrôle. Isabelle est à l'origine de cette initiative. On a réagi pour faire en sorte que cela devienne vivable ici, pour défendre notre territoire. On en a marre de la violence, des paramilitaires, des maisons de démembrement et aussi des disparitions. En tant que responsable, l'un de nos défis, c'est de faire savoir ce qui se passe ici, pour faire pression sur le gouvernement et que l'on obtienne de l'aide pour plus de sécurité, pour protéger notre communauté. À l'intérieur du pays, les conditions de vie de la majorité des Afro-Colombiens sont tout aussi précaires. Historiquement, les Afro-Colombiens ont été sédentarisés de force dans les vastes régions forestières proches de la cordillère des Andes. Les conquistadors espagnols les employaient dans les mines à la recherche de l'or colombien. Au milieu du 19e siècle, l'esclavage a été officiellement aboli en Colombie. Les Afro-Colombiens sont restés vivre dans ces zones où leurs ancêtres avaient été exploités. Ils se sont installés dans ces territoires et se sont constitués en communauté. Comme ici, dans le département du Cauca, au sud-ouest du pays. C'est un peu le Far West. Des groupes paramilitaires sèment le trouble et compliquent la vie des villageois. José Nifer-Diaz est l'un des leaders de cette communauté. Sous protection permanente, il est menacé de mort par ces groupes criminels car il ose dénoncer publiquement leurs activités illégales. Avant, les FARC étaient présents. Ils contrôlaient la région. Ils n'hésitaient pas à faire parler les armes si besoin. Puis ils ont été démobilisés, ils ont été réunis dans les zones de transition. La plupart de ces ex-combattants ont préféré retourner dans leur région d'origine. Malgré tout, aujourd'hui, on s'inquiète de la hausse de l'insécurité. Il y a des attaques. Il y a aussi des barrages sur les routes avec des hommes cagoulés. Ça pose question. Avant, les FARC géraient la zone. Maintenant, qui assure la sécurité? Nous voyons ces nouveaux groupes armés sévir et le gouvernement ne fait rien pour les combattre. On est menacé. Ces groupes armés cherchent à intimider tous ceux qui s'approchent trop près des champs de coca. Toutes ces questions me préoccupent beaucoup et m'inquiètent pour l'avenir. Les FARC menaient aussi des activités illicites sur le territoire afro-colombien. La région est réputée pour la qualité de ses terres. La feuille de coca comme le café ou la banane pousse facilement. Au bout de 3 jours, nous réussissons à localiser une plantation. Et les paysans acceptent de nous parler à condition de rester anonymes. Ceci est mon champ. Il est totalement illégal. Ça, c'est la feuille de coca, le produit de base de la cocaïne. Le prix de vente est en train de chuter. Et le commerce devient complexe. Avant, c'était toujours géré par les FARC. Depuis qu'ils négocient la paix avec le gouvernement, on voit les conséquences sur nos revenus. Je ne saurais vous dire qui gère le trafic maintenant, mais je peux vous assurer que le prix a chuté. Avant le processus de paix, la feuille de coca valait plus. Un sac de 12 kilos se vendait 50 000 pesos. Maintenant, seulement 30 000. En ce moment, ce business n'est plus rentable. À la faveur du processus de paix,
le gouvernement s'est engagé à subventionner les paysans pour qu'ils renoncent à cultiver de la coca et se tournent vers d'autres cultures comme le café. Les paysans attendent toujours des précisions, car au final seront-ils gagnants? Pas si sûr selon eux, et les choses traînent en longueur. Nous, en tant que communauté afro, nous disons non à la destruction des champs illégaux, mais oui à la substitution par d'autres cultures. Nous sommes prêts à nous soumettre à toutes les exigences que cela implique. Le problème, c'est que bien souvent, beaucoup de personnes ont détruit leurs champs de coca, mais ensuite ils n'ont rien pu semer. La substitution fonctionne, mais dans un travail de chaîne où tout est pris en compte. Production, commercialisation et transformation. Nous, en tant qu'agriculteurs, en tant qu'afro-descendants, nous sommes prêts au changement. Dans ces territoires afro, l'autre fléau, ce sont les mines illégales. Elles pullulent dans la région et engendrent des troubles. Et en plus, de graves problèmes de pollution. Ici, la fièvre de l'or ne s'est jamais éteinte. Elle a commencé il y a 500 ans et continue aujourd'hui. La production s'élève à plusieurs dizaines de tonnes chaque année. Dans la région du Cauca, les mines que nous avons pu visiter étaient très artisanales. Les mineurs se servent parfois d'équipements hors d'âge. Et les conditions de sécurité sont souvent limites. Francisco Ravias Popo est mineur. À 34 ans, il travaille dans une mine traditionnelle. On entre toujours dans la mine en invoquant Dieu. Mon Dieu et Seigneur Jésus, je suis dans une mine. Aide-moi à bien faire les choses. Protège-moi du danger. Et on y va. Les gens vivent grâce aux mines. Il n'y a pas d'autre emploi possible ici. Francisco gagne plutôt correctement sa vie. Environ 400 € par mois. Les avancées dans la roche se font à coups d'explosifs. Et il arrive que des mineurs y laissent leur vie. Un des méfaits de cette exploitation est la contamination des sols par le mercure. Ce métal hautement toxique est utilisé pour extraire l'or de la roche. Avant, je travaillais avec du mercure. Mais c'est un produit très dangereux. Et il a trop pollué les environs. Du coup, on cherche d'autres méthodes pour extraire l'or des montagnes. Sur les 400 sites de la zone, il existerait une vingtaine de mines illégales. José Niferg Díaz, le leader local, assiste impuissant à la prolifération de ces mines gérées par des groupes criminels. Les forces de sécurité dont il dispose ne s'aventurent jamais dans ces zones reculées. Nous sommes dans le quartier de Santa Rosa, un territoire ancestral de la communauté noire et qui appartient au conseil communautaire du Cerro Teta. Comme vous le voyez, ce terrain est occupé par des mines illégales. Il y a peu, il y avait entre 25 et 30 tractopelles et du personnel. Ils faisaient des forages très profonds, sans aucune précaution. À tel point qu'il y a eu des éboulements et que des personnes sont mortes. D'autres ont été assassinés brutalement par balle et ensuite démembrés avec des tronçonneuses. Même si cette zone fait partie de notre territoire, on ne peut pas y entrer car c'est dangereux. On ne peut pas aller plus loin que ce point. Il y a trop de personnes armées. Les risques sont trop grands. Cette mine illégale, la voici.
Elle tourne aujourd'hui au ralenti. Je travaillais ici il y a environ 6 mois. 27 machines étaient en activité. Pour nous, ces mines ne sont illégales que pour le gouvernement. Pas pour les habitants, au contraire. Lorsqu'ils voient que nous sommes en train de travailler, ils viennent se joindre à nous. À la minute où les gens autour voient que l'on vient creuser un trou, ils arrivent tous sourire pour demander du travail. Avant, ici, ça ressemblait à un petit village de jour comme de nuit. On comptait environ 200 cabanes. On peut dire qu'entre 500 et 700 mineurs creusaient des trous. Je ne sais pas si vous connaissez la zone minière de Segovia. Il se dit que 50% de la population de Segovia a du mercure dans le sang. Ça vous rend malade et vous fait trembler, comme ça. Ce mineur reconnaît l'usage du mercure. Il aurait contaminé des zones entières. Dans la région, les taux de mercure sont 20 à 100 fois supérieurs à la norme autorisée, selon un laboratoire mandaté par les autorités locales. Ce que l'on voit là-bas, c'est de l'eau stagnante. L'eau est polluée par le mercure, le cyanure et l'azote. Des produits utilisés pour extraire l'or de la terre. C'est une grande perte pour nous, car ce fleuve fait partie de notre culture. On est sur nos gardes. C'est triste. Personne ne pourra jamais récupérer ce site. Le gouvernement et le ministère de l'Environnement disent qu'ils n'ont pas les moyens. Là encore, les Afro-Colombiens se sentent abandonnés par les autorités, mais ils n'ont pas toujours baissé les bras. C'est une face méconnue de leur histoire. Certains ont rejoint les rangs des FARC. Après plus de 50 ans de conflit, un accord de paix a été signé à La Havane en 2016. La plus grande satisfaction sera toujours d'avoir gagné la paix. Les 7000 combattants des FARC sont aujourd'hui regroupés dans des camps comme celui-ci, perdus dans la cordillère des Andes, à 7 heures de route et de piste de Medellín. Les anciens guerrieros se préparent à un retour à la vie civile. Ovidio Antonio Mesa Ospina est un ancien commandant du Front 36. Depuis qu'il a déposé les armes, il supervise la reconversion des anciens soldats. Parmi eux, de nombreux Afro-Colombiens qui ont rejoint le rang des FARC ces dernières années. Chez nous, il n'y a jamais eu de discrimination, aucun machisme ou racisme. Il y a ceux qui veulent lutter en faveur d'un changement social dans le pays, noirs, blancs, indigènes. En clair, toutes les ethnies de ce pays sont les bienvenues dans notre lutte et aussi dans notre parti politique. Tout l'enjeu est de reclasser au plus vite ces combattants. Ce jour-là, ils sont évalués sur leurs connaissances scolaires pour mieux les orienter par la suite. C'est un questionnaire sur le thème de l'éducation. On doit le remplir pour ensuite pouvoir étudier. Mais Ovidio ne se fait pas d'illusions. L'accès à l'emploi pour certains de ces anciens combattants sera plus difficile. On sait très bien qu'il y a une discrimination au plus haut niveau, même contre les Indiens ou les Métis. En Colombie, par exemple, on ne verra jamais un président noir. Pareil pour les ministres. On n'est plus en guerre, mais on continue à demander plus d'égalité, sans distinction de couleur de peau. La guerre civile aurait fait au total 200 000 morts. Dawinson Mosquera est un ancien des forces révolutionnaires. Pour lui, la guerre civile était totalement justifiée. Je suis afro et FARC. Les afros ont beaucoup souffert des conséquences de cette guerre de 53 ans.
Forcément, ce sont toujours les populations les plus vulnérables qui souffrent dans un conflit armé. Mais je ne me sens pas coupable pour autant, car à aucun moment je n'ai voulu faire souffrir ma communauté. C'est le gouvernement qui nous a poussés à nous battre. Entre FARC, paramilitaires, routes du narcotrafic et mines illégales, les Afro-Colombiens tentent de survivre. Problème supplémentaire, les réfugiés. 7 millions de personnes ont été déplacées pendant la guerre. Aujourd'hui, la Colombie est le premier pays au monde, juste devant la Syrie, en nombre de déplacés internes. À Medellín, 400 000 personnes se sont implantées dans la ville pour fuir les combats. Elles vivent entassées dans ces quartiers à flanc de montagne. Parmi elles, beaucoup d'Afro-Colombiens. Amerigo Cuesta a 48 ans. Il a quitté son village du Chocó en 1997. À cause d'un cousin travaillant dans la police, les FARC l'ont chassé de son domicile en quelques heures. La plupart des réfugiés arrivent ici sans argent, les mains vides. Ils n'ont pas de quoi se payer un loyer proche du centre-ville. Alors ils s'éloignent vers les banlieues pour voir s'ils trouvent un bout de terrain pour vivre. Quelque chose de plus accessible. Amerigo enchaîne les petits boulots et retape des maisons en échange de quelques billets. Il espérait mieux et est un peu amer. C'est de cette manière que les quartiers périphériques ont accueilli beaucoup de déplacés de toutes les régions. C'est vraiment très difficile de survivre avec ces petits boulots. C'est très difficile. Amerigo est venu chercher un peu de sécurité et de meilleurs soins pour son fils cadet qui souffre d'une maladie génétique. Le processus de paix aujourd'hui lui redonne un peu d'espoir et il souhaite retourner chez lui. Quand on arrive et qu'on est un déplacé récent, on vous dit l'ensemble de vos droits et devoirs. On vous dit que tous les 3 mois, vous pouvez demander une aide financière, mais parfois il faut attendre 1 an, 2 ans avant de recevoir quelque chose. Il faut donc toujours être sur leur dos, utiliser des pétitions pour faire pression, faire des demandes, se plaindre. C'est vraiment complexe de travailler avec ces organismes. Luz Amparo Sanchez est une anthropologue, spécialiste de la question des déplacés. Selon elle, ces populations sont stigmatisées. Cette population vit sans eau, sans électricité en périphérie de la ville. En plus de cela, elle est vue d'un mauvais œil. Beaucoup de gens font de drôles de suppositions sur ces déplacés. Celui-là, il a fui, donc il a une chose à se reprocher. Ou il fait partie d'un groupe armé. Donc ils ne vivent pas uniquement dans la pauvreté. Il existe aussi de la discrimination raciale, surtout envers les agriculteurs afro et indigènes. Ils doivent alors endosser une nouvelle identité. Beaucoup d'entre eux vivent dans la peur. Et si les gens vivent dans la peur, ils n'ont pas la capacité de se percevoir comme des victimes ou comme des ayants droit. Pour recevoir son indemnisation, Amerigo doit se rendre au centre des victimes du conflit armé. Grâce à cet argent, il envisage de rentrer chez lui dans le Chocó. Les démarches sont longues et difficiles. Alors qu'il a rendez-vous, la personne chargée de son dossier est absente ce jour-là.
Il va falloir revenir un autre jour. Dans l'histoire, ce sont eux les gagnants. Ils profitent de l'argent que les Nations Unies envoient. Ce n'est pas le gouvernement qui nous donne cet argent, mais la communauté internationale. Il y a 70 personnes devant lui. Vous pouvez passer la journée à attendre. Alors, on finit par lâcher l'affaire. On doit insister. Mais les gens sont fatigués, usés de venir perdre leur temps ici, où l'on ne vous trouve aucune solution. Je pense sérieusement retourner dans mon village. Là-bas, je pourrais commencer une petite affaire. Pour ce type de projet, l'aide aux victimes vous donne peu d'argent, mais ce sera suffisant pour arriver là-bas avec de quoi ouvrir un petit commerce. J'y pense pour l'an prochain. S'ils retournent à la campagne, ils devront faire face à une inégalité encore plus importante. Celui qui est parti n'a aucune garantie de retrouver ce qu'il a laissé. En plus de cela, il n'est pas sûr de vivre en sécurité sur son territoire. Aujourd'hui, à Quito, la capitale où se trouve la plupart de la population afro, il y a des bandes armées, des affrontements, de la corruption. Il y a beaucoup de pauvreté, donc ce n'est pas si intéressant. De leurs racines africaines, ces Colombiens ont gardé quelques traces. La Comuna 13 était, il y a encore quelques années, un des barrios les plus violents de Medellín. Beaucoup de réfugiés du Chocó se sont retrouvés dans ce quartier pauvre. C'est ici que le collectif Son Bata, qui regroupe de nombreux artistes de la culture afro, s'est installé il y a 15 ans. C'est par la musique qu'il souhaite s'intégrer dans la société colombienne. Il a développé une école artistique et plusieurs projets avec les enfants des quartiers et les barrios populaires de Medellín. Il met aussi à disposition son studio d'enregistrement pour les artistes de la Comuna. Si digo que a ti te hice una canción, que a su vez a ti te hablé de amor. Si digo que yo soy el de las cartas. Carlos Leider Mosquera Rodriguez est un des directeurs artistiques et musiciens du collectif. Le son battant, on va dire que c'est le son qu'on a dans le sang. C'est la chaleur, c'est la saveur. Disons que son bata fait référence aux 3 tambours africains utilisés par les gens qui pratiquent la religion Yoruba. Pour eux, c'est très sacré. Donc on a voulu rajouter le son de ce tambour d'Afrique à notre palenque, notre culture, à nos racines comme dans cette musique. Alors on dit que c'est le son du bata. Comment ça va? Tu es en train de manger? Saúl. No entender. Une chanson? Qu'est-ce que tu chantes? Sí. Otra. Chez les Afros, il y a des influences merveilleuses, des coutumes et des rituels qu'on ne trouve que dans notre région, le Chocó. Nous, on essaye de les populariser en ville grâce à notre musique. La plupart des Afros de notre communauté, de notre Comuna 13, est née ici. Elle ignore tout de ces coutumes qui subsistent sur la côte pacifique. On ne fait juste que raviver nos racines ici. On est allé à Quibdó pour faire des recherches sur nos coutumes, sur nos fêtes, et on est revenu plus riche. Ensuite, on les a appris aux enfants. C'est le cadeau que l'on fait à la communauté afro, faire connaître les coutumes de là-bas. C'est vrai que certains habitants de Medellín rejettent les afros. Mais notre musique, ça, ils l'adorent. La musique est une vraie chance pour qu'ils nous aiment autant qu'ils aiment notre musique. Ce dimanche, c'est carnaval dans les rues de Medellín. Dans ce quartier,
la communauté est en majorité d'origine hispanique. Mais signe que la société évolue, les organisateurs ont invité ces danseurs et le collectif Son Bata. Petit à petit, c'est par la musique que la culture afro-colombienne trouve sa place. En réalité, il y a deux cultures afro, celle de l'Atlantique et celle du Pacifique. Les musiques sont différentes, même les instruments, la façon de jouer, mais cela ne nous gêne pas. C'est très bien de jouer les deux, pour que les gens découvrent autant celle du Pacifique que de l'Atlantique. C'est super. La société colombienne s'ouvre peu à peu à la culture afro. Près de la côte Caraïbe, San Basilio de Palenque est le premier village d'esclaves libérés du pays. La couronne d'Espagne a conclu un traité de paix avec la rébellion afro dès 1608. Aujourd'hui, c'est un lieu de visite pour les élèves et les étudiants colombiens. Pendant la semaine, il y a à peu près 300 personnes, entre les étudiants et les touristes qui visitent et découvrent notre cher village. Nous, les palenqueros, on parle l'unique langue d'origine africaine de toute la Caraïbe colombienne. Et on tient vraiment à ce qu'elle se répande. Non seulement on la parle à la maison, mais aussi dans les administrations. On commence même à enseigner la palenquera à l'école. Si les mentalités changent, en revanche, sur le plan politique, l'intégration afro-colombienne marque le pas. Beaucoup de leaders communautaires vivent toujours sous la menace. Malgré le processus de paix, plus d'une centaine d'entre eux a été assassiné en 2017. Francia Garcia Marquez est une des nouvelles figures qui incarnent cette lutte. Engagée dans le combat contre les mines illégales de sa région, elle milite aussi pour les droits de sa communauté. Aujourd'hui, à 35 ans, elle se présente aux élections législatives colombiennes. Ok, on parle de paix, mais aujourd'hui, la paix, c'est un discours qui doit aller au-delà et qui doit impliquer la réparation de nos droits, de tout ce qu'on a subi en tant que communauté dans le cadre du conflit armé. Sur le plan économique et politique, cela implique d'être présent dans ce contexte pour lutter, parce que les Noirs n'ont jamais été représentés devant le Congrès. Pendant les dernières années, les communautés afro ont été divisées par les partis traditionnels. Ils ont usurpé cet espace de parole qui nous appartient et je pense que l'heure est venue de le récupérer. Au moins pour qu'on puisse représenter les gens qui souffrent et pour exiger nos droits en tant que peuple. Je vais faire campagne dans tout le pays pour voir si j'y arrive. La communauté des Afro-Colombiens reste très vulnérable. Le chemin vers la reconnaissance est encore long pour ce peuple qui a déjà tant souffert. La Constitution garantit principalement l'égalité des droits. On doit tous en bénéficier. Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Nous sommes tous compétents et intelligents. Nous avons tous participé à la construction de ce pays. Pour moi, c'est une fierté d'être afro. Parce que nous avons un esprit différent. On n'est jamais triste, on fête tous les événements, l'amour, mais aussi la mort. On fête tout. Je pense qu'être afro-descendant, c'est être fier de soi-même et de ceux qui nous ont mis au monde.